Fabien Major est planificateur financier. Bonjour Fabien. Bonjour Alexandre. Bon, alors que nos placements ont pris une méchante débarque la semaine passée en bourse, là, tu vois, je regarde les transactions d'avant ouverture de marché. Un petit peu plus encouragé là, pour la journée d'aujourd'hui. Oui, mais ce qui m'étonne là-dedans, c'est qu'encore une fois, on se fie sur les paroles des Américains, on se fie sur les paroles de Donald Trump. Et puis, si c'est beau ce matin et si ça anticipe une belle journée, c'est probablement parce que ça fait 2 jours qu'il y a pause de bombardement sur l'Iran. On se dit peut-être qu'il y a un règlement. Alors, tout le temps, la bourse, c'est de l'anticipation. On se projette en avant. On ne vit pas le moment présent. Faut s'enlever ça de la tête. C'est toujours de l'anticipation. Mais on va surveiller mercredi. Ça aura plus de poids, sans doute, la décision de taux. C'est à 14 heures mercredi, la Fed, la première vraie épreuve de la présidence de Kevin Warsh. Il va probablement, c'est ce que disent les gens, soit mettre ça sur pause ou encore une hausse, mais il laisse rien transparaître. Ça, c'est un gros changement de paradigme. Et puis jeudi, vendredi, les chiffres qui comptent, le PIB de la zone euro et la décision de la Banque d'Angleterre jeudi. Puis on va connaître aussi l'indice PCE, c'est en fait la mesure d'inflation préférée de la Fed. Ça, c'est pour vendredi. Et puis le brut, on le surveille, il se promène, il a été au-dessus des 100 $, il est à 86 au moment où on se parle. Alors, attachons notre ceinture, parce que oui, l'espèce de tour de manège cette semaine, ça promet encore. 100 milliards, cette industrie canadienne des FNB. Oui, ben elle est passée d'à peu près 100 milliards il y a 10 ans à 1000 milliards. Ça s'est fait il y a quelques jours. C'est rendu spectaculaire. Et il faut comprendre qu'il y a un nombre de fonds là-dedans qui commence aussi à grossir. J'ai ouvert, juste avant l'entretien, mon logiciel laboratoire Morningstar et j'ai dénombré 2038 FNB. Il y en a 66% sont en action et plusieurs alternatifs. Mais ce qui croît le plus vite, c'est probablement la gestion active qui se retrouve sur le FNB parce que il faut le préciser, un FNB, c'est pas que c'est meilleur, c'est plus performant, quoi que ce soit. C'est juste que c'est le véhicule de transaction qui commence à devenir très utilisé. C'est que le FNB, comparativement au fonds commun, on a enlevé l'obligation de faire des rapports, on a enlevé l'obligation de faire du marketing, de faire des relevés, de faire aussi des reçus pour la fiscalité. Ce sont les firmes de courtage qui doivent payer tout ça. Ça explique aussi pourquoi il y a une diminution de frais. Mais le moins cher que j'ai trouvé sur le marché, c'est Global X, le SPTSX 60, 0,2%. C'est pas trop cher, mais il y en a qui vont jusqu'à 10% de frais. C'est hallucinant. 10? Et puis, aussi pour vous renseigner cette année, lequel sur 12 mois a la plus forte performance, c'est un FNB qui s'appelle SOXU, qui mise sur les semi-conducteurs avec effet de levier 3 fois. Son rendement, depuis juin l'année passée, c'est 425%. Ouais, non, c'est quand même assez spectaculaire, c'est clair. Mais ça. Maintenant, c'est quoi ça, la répartition, par contre? Oui, ben ça c'est ce qu'on pourrait dire l'avantage des humains qui s'occupent de répartir des portefeuilles, que ce soit un professionnel ou quelqu'un de bien aguerri, c'est qu'un CELI, un compte REER, un REE, du non enregistré, c'est pas le même traitement fiscal. J'ai fait une petite projection avec seulement 100 000 $. Si on mettait 50 000 en REER, 25 000 CELI, 25 000 qui est non enregistré, et puis on utilise exactement le même produit, un FNB à faible frais, on projette ça sur 20 ans. Et si jamais on garde la répartition, puis on se fout un petit peu, si on est par exemple équilibré, ben on peut avoir une surprise vraiment importante. C'est 100 000 $ au bout de 20 ans, on se retrouve à 316 ou à 356 000 tout simplement en maximisant les possibilités. Comme le CELI, là, le gain n'est jamais imposé. Alors, autant y mettre les investissements au plus fort potentiel de croissance. Ça, c'est un point. Le RIR, obligation des revenus d'intérêt, tout ce qui ressort du revenu ordinaire, là, il y a pas d'avantage, là. Il faut pas que ça soit gaspillé, donc, cet espace-là. Alors, le non enregistré, même chose, on pourrait concentrer le dividende, des actions à dividende, par exemple, et les pertes sont déductibles. Mais ici, on a un avantage quand même incroyable, là. C'est la différence entre 6 et 9% de rendement au final après impôt, après les frais. Alors, il n'y a pas que les frais dans la vie, il y a aussi la répartition intelligente fiscale. Oui, puis Fabien, quand tu cumules ça aussi au fil des ans, puis on voit, ton exemple est éloquent, là, tu sais, les intérêts composés font le gros du travail versus, par exemple, le capital que nous, on va mettre. Est-ce que, globalement,
ces leviers-là et ces outils-là, tu sais, mettre notre argent dans tel ou tel ou tel véhicule d'investissement, la bonne case. que ce soit CELI, REER, etc. Est-ce que dans ton esprit, c'est bien compris ça, ou encore une fois, on a vraiment du travail à faire dans notre littératie financière? Ah oui, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. C'est la première chose qu'on remarque quand on a des comptes, des gens qui disent venez nous voir, on va vous donner un deuxième avis. Puis là, on analyse ça. On voit bien que ce n'est pas respecté. Des fois, les trois comptes ont exactement la même composition. Et des fois, on va payer de l'impôt américain à la source parce qu'on a mis des trucs, des FNB américains, par exemple, dans un REER ou dans un CELI. Et là, c'est des gaffes à ne pas commettre, là. Mais il faut savoir ce qu'on fait. Et l'intelligence artificielle et l'argent, ça aussi, c'est toujours... je sais qu'on se tourne de plus en plus aussi vers ça. Oui. C'est un exemple tout à fait spectaculaire que j'ai pour toi ce matin, Alexandre. C'est une transaction immobilière qui a failli mal tourner grâce à ChatGPT. Ah oui? Parce qu'autant le vendeur que l'acheteur ont consulté ChatGPT pour savoir si c'était un bon prix. Oh non. Mais tout est dans la question. Imagine deux archi-millionnaires qui... il y en a un qui convoite un penthouse à Manhattan et l'autre veut le vendre. Et puis, il demande à ChatGPT, celui qui est intéressé, est-ce que je paie trop cher si je débourse 50 millions pour ça? ChatGPT, il veut tout le temps plaire aux gens. Il va répondre, ben oui, c'est trop cher. Et puis l'autre, pour établir son prix, il a dit, combien je devrais vendre? C'est pas assez. Il a dit 50 millions. Oui, c'est ça. Et puis, ce qui est incroyable, c'est que par des agents immobiliers, les deux s'obstinaient. Ils ont fini par comprendre que leur seuil, finalement, de justification du prix, c'était ChatGPT tous les deux. Et le deal ne faillit pas se faire. À un moment donné, les deux humains, les agents, ont réussi à se rencontrer, puis les humains ont parlé, et puis la transaction s'est faite. Mais c'est fou quand même. C'est vraiment, vraiment ça, l'ennui avec une intelligence artificielle comme ChatGPT. Ça va répondre ce qu'on veut bien entendre comme réponse. Alors, il faut faire attention, ne pas avoir de biais dans sa question. Est-ce que je paie trop cher? Ben oui, il va être d'accord avec vous. Alors, allez-y avec la neutralité de grâce. Très bon conseil. Merci, Fabien.